La NBA est une fabrique d'histoire, une lucrative industrie de destin tout tracé. Proposer du basket, oui, mais il faut l'embellir, le raconter. La relation entre les Detroit Pistons et Cade Cunningham est une des futures grandes lignes de la ligue. Un premier choix de draft unanime qui atterrit dans une franchise qui peine à s'envoler depuis 15 ans, ça a tout d'une love story pour Adam Silver. Après des blessures et des séries de défaites interminables, Cade et les Pistons sont sortis des bas-fonds cette année. Une participation en play-off, une 7ème place en MVP, l'ascension est entamée. Oui, mais s'il veut atteindre les sommets, Cunningham va devoir évoluer. Car Cade a un problème. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de La Relève. Après avoir discuté longuement du profil défensif de Keon Ellis sur la première vidéo, aujourd'hui on va s'attaquer à Cade Cunningham, qui est forcément un de mes joueurs préférés en tant que suiveur des Pistons. Et il y a quelque chose dans son jeu qui me dérange un petit peu et on va en parler longuement, on va l'analyser, on va chercher à comprendre pourquoi et comment améliorer pour qu'il devienne un meilleur joueur. Et ce fameux problème, c'est son drive. Cade Cunningham est un excellent joueur de basket, formidable playmaker, très bon scoreur, excellent leader pour les Detroit Pistons, mais il manque encore d'efficacité sur drive, a encore quelques défauts dans ce domaine-là du jeu, et on le voit juste ici avec ce tableau qui répertorie les plus gros drivers de la ligue. On l'a dans le rectangle rouge, c'est le nombre de tirs créés sur drive par match. Donc on voit que sans surprise le leader c'est Shai avec plus d'une dizaine par match, et en deuxième position on a Cade qui est donc le deuxième plus gros tireur. Et maintenant qu'on a cette information, la question qui me vient immédiatement en tête, c'est si Cade est le deuxième plus gros tireur sur drive par match, c'est qu'il doit pas être si mauvais que ça, sinon on imagine que Bickerstaff lui laisserait pas en prendre autant. Eh bien la réponse elle est un peu plus nuancée que ça, et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Et on se retrouve avec là sous les yeux un graphique des 50 meilleurs drivers de la NBA sur la saison passée. J'en profite pour remercier Baptiste Pennybergkamp sur Twitter à qui j'ai emprunté ce graphique. Et on peut retrouver un Cade Cunningham qui est dans une zone assez isolée, entouré avec Ja Morant, Zion Williamson, Trae Young. Donc là, on a trois noms, trois mecs qui n'ont pas forcément fait une excellente saison en termes de scoring et d'efficacité en 2024-2025. Donc ça classe déjà un petit peu la perf de Cade Cunningham. Et on a surtout plus haut, on le voit, donc plus les joueurs sont hauts, plus ils ont été efficaces en fonction de leur tir tenté sur drive. Donc on a des meneurs qui, pour certains, sont dans la même cour que Cade Cunningham. Donc on a Tyrese Haliburton, Luka Doncic, Jalen Brunson, on a du Damian Lillard aussi, du Fox, du Garland, du Booker, on a même du Harden, du Hero. Et tous ces mecs-là, ils sont tous plus efficaces que Cade Cunningham. Et commençons en image avec un point sur l'athlétisme de Cade. Avec le First Pick 2021, on est face à un superbe meneur, mais pas face à un grand athlète. Alors même si ça reste un joueur NBA, toute proportion gardée, mais il n'a pas la détente verticale d'un Anthony Edwards ou même son premier pas. Et on va voir sous plusieurs extraits qu'il manque parfois d'athlétisme, que c'est ce qui lui manque pour devenir un meilleur driver. On a ici un premier exemple où il est face à Olivier Maxence Prosper et il fait une super pump fake pour l'éliminer. Et là on voit hop, le défenseur qui est en l'air, il est retourné, Cade a déjà entamé son drive via sa main gauche, et là on se dit que ça y est, le défenseur ne le reverra plus puisque Cade a entamé son drive. Eh bien non, son premier pas n'a vraiment rien d'exceptionnel. Le défenseur a le temps d'atterrir, de se retourner et de se remettre dans la course de Cade Cunningham et de le rattraper, ce qui fait que après l'avoir éliminé, Cade se retrouve quand même avec Maxence Prosper à côté de lui, et donc il est obligé d'essayer de s'en séparer en utilisant sa force, sa puissance. Il essaie de se créer un petit espace qu'il aime bien dans le short mi-distance, mais au final il n'en est rien et il prend un tir très compliqué où il va se faire contrer. Ici on a un exemple face aux Cavs, donc qui dit Cavs dit dans la raquette soit Mobley, soit Allen. Ici on a Mobley. On va voir un bon exemple de son manque de détente verticale. Alors bon, ça reste face à Mobley, défenseur de l'année, ça arrivait à certains autres mecs de se faire bâcher par Mobley. On voit hop,
face à un athlète, un très bon protecteur de cercle, Cade ne peut pas passer au-dessus. Là, on voit qu'il essaye d'attendre au maximum pour essayer de tirer. Sauf que Mobley ne redescendra jamais, ou du moins il redescendra après lui. Et donc du coup, il ne pourra pas prendre le tir. Il va même se faire contrer sur la fin. Ici, on est face aux Hornets, donc voilà, avec un Taj Gibson, un protecteur de cercle, donc face à un joueur de la trempe de Cade. On se dit que ça devrait le faire pour aller scorer au panier. Là, hop, le pick and roll, il arrive à accéder au cercle et même hop à faire sauter Taj Gibson. Donc là, normalement, ce qu'il faut faire, c'est décélérer, c'est le faire sauter, le contourner, le défenseur. Mais Cade n'a pas l'espace de passer sur les côtés puisqu'il y a 2 défenseurs. Il n'a pas non plus la longueur pour pouvoir largement passer au-dessus en attendant. Et voilà, là, on voit qu'il a l'espace, il a réussi à le faire sauter, mais il manque encore un peu de puissance, de détente pour accéder encore plus proche au cercle. On voit qu'il reste encore un petit peu loin et la finition qui laisse à désirer. Ici on est face aux Clippers, donc un cercle qui est totalement dénué de protecteurs dans la raquette. Donc Cade fait le bon choix, il accélère, hop, il attaque le cercle, il va provoquer. Excellent choix, mais derrière la suite va être un peu plus compliqué. Alors déjà il va glisser un peu, on voit que son pied gauche se dérobe un petit peu. Alors ça aide pas dans sa prise d'appui, pardon. Hop, il essaye de se relever, de faire une sorte de rostet pour se remettre un peu dans l'axe. Mais derrière là, ce qu'on peut notifier, c'est son absence totale de détente verticale sur la fin de ses appuis. Il arrive à peine à décoller du sol. Et forcément, quand on veut accéder au panier à plus de 3,05 m de haut, c'est problématique si on n'arrive pas à décoller. En plus là, comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de Zubac. Et il n'y a pas de Brook Lopez qui n'était pas encore arrivé et qui sera là la saison prochaine dans la raquette des Clippers. Et voilà, derrière il se fait contrer et le ballon est perdu. Nouvel exemple ici, on se retrouve hop face aux Hornets, un dribble end-off de Stewart qui provoque le switch et on a un Cunningham qui se retrouve face à Moussa Diabaté, un des meilleurs intérieurs de switch de la ligue selon moi. On est vraiment face à un athlète ultra complet, capable de défendre plein de profils différents, avec Moussa Diabaté qui est en plus bien plus grand que Cade. Je pense qu'il doit faire 6'11", donc 2m10, quelque chose comme ça. Et même s'il est plus grand, il lui rend son explosivité, il est beaucoup plus long, etc. Et on va voir un Cade qui va pas arriver à se défaire de Moussa Diabaté, il va essayer la puissance, il va essayer de le contourner, mais rien ne va fonctionner. Au final, il va prendre un shoot un peu mauvais, hop, bien contesté. Et dans le même match, là, face aux Hornets, cette fois-ci, il est face à un meilleur adversaire, face à LaMelo Ball, qui est beaucoup plus fin que lui, qui font sans doute la même taille, mais LaMelo qui lui rend quand même pas mal de puissance. Et dans une circonstance ici où on voit le cercle qui est quand même assez libre, on a un Cade au post-up qui devrait pouvoir accéder au panier. Et bien là, il prend un mauvais shoot, au final ça va quand même rentrer parce qu'il y a le rebond offensif et parce que ça reste le Hornets. Mais là, une fois qu'il est là, Cade, on se dit qu'il a la place pour accéder au cercle de plusieurs manières. Soit il peut enfoncer LaMelo, soit il peut décider de le contourner en s'enroulant autour de lui et de drive main gauche. Au final, il va faire ni l'un ni l'autre. Et on voit en plus que cette création via le post-up, elle pouvait permettre de découvrir des lignes de passe. Ici avec Malik Beasley qu'on voit qui est totalement seul, puisque les deux défenseurs en tête de raquette, ils ont les yeux rivés sur Cade, puisqu'il représente une menace et il va falloir aider au cas où pour les Hornets. Si Cade il décide d'enfoncer LaMelo Ball, on va pas le laisser ainsi. Et Cade donc il va faire aucun de ces trois choix, qui va ni driver main gauche, ni décider de l'enfoncer, ni passer pour Beasley. Il va se retourner dans l'axe, s'arrêter dans le short mi-distance et prendre un mauvais shoot, relativement bien défendu par LaMelo. Derrière il a de la chance, donc comme on a dit juste avant, ça va passer, mais il y avait encore une fois beaucoup mieux à faire. Et là c'est le premier exemple qu'on a vu où il pouvait vraiment prendre le dessus physiquement. Et voilà, même quand il en avait la possibilité, Cade ne l'a pas fait. Passons à un deuxième point pour Cade Cunningham et sa difficulté d'accéder au drive. Elle peut être liée aussi à un certain manque de technique, de manque de qualité dans le dribble, dans les appuis, dans les choix de main qu'il fait. On va voir ça ici avec un premier exemple face au Jazz de Walker Kessler. Donc un dribble end-off avec Jalen Duren, derrière l'espace il est créé.
Et on va voir un premier stunt, hop, ici. Donc un stunt, c'est le fait de boucher l'accès à la raquette face à un driver. Donc on se rapproche, on lui bloque l'espace, ce qui a pour conséquence ici d'avoir un Cade qui est obligé de stopper son dribble. On voit il vient de récupérer le ballon avec les deux mains. Il lui laisse donc deux choix, soit continuer son drive et essayer de créer un tir, soit de lâcher la balle pour un coéquipier. En plus il a le choix, il y a Hardaway, il y a Duren, il y a Fontecchio autour de Cade. Mais Cade il va faire le premier choix, il va essayer de se créer un tir. Le problème c'est que là en face de lui il a Walker Kessler, un des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue. Et qu'on sait comment ça va se finir. Hop, un shoot qui est compliqué, qui est contré, qui est contesté. Et voilà, tout ça en partie à cause d'un stunt et d'un manque de qualité technique pour réagir face à celui-ci. On a un même exemple ici face à un autre très bon protecteur de cercle, Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves. Un peu le même setup ici. On a un stunt, mais carrément Mike Conley qui vient boucher l'accès à la raquette, pas en stunt mais en se mettant lui-même dans la ligne de drive à cause d'un Oscar Thompson qui est mal positionné. Et donc Cade, hop, là on voit ici, ça y est, il a stoppé son dribble. Dans certains cas, pour certains joueurs ça passe, parce qu'ils ont la longueur, ils ont la puissance, la qualité d'appui pour pouvoir accéder au cercle dans des positions assez éloignées et plutôt bien défendues comme celle-ci. Mais là on va voir que pour Cunningham, ce n'est pas le cas. Il va prendre un tir de loin, compliqué. Il n'a pas encore la qualité de finition pour aller au bout. Ici, on est face à Boston, face à Holiday et Porzingis. Une situation qui est encore une fois assez similaire. Cade qui va réussir à éliminer Holiday en passant l'épaule. Hop, là, il est devant. Mais hop, là, il va poser son dernier dribble. Il est un petit peu déséquilibré, un petit peu désorienté, ce qui fait qu'il va stopper son dribble ici. Il y a certains meneurs qui, eux, auraient pu garder leur dribble, ce qui aurait été forcément bénéfique quand on voit l'espace qu'il a dans le mi-distance. Il aurait pu en faire quelque chose, être dissuasif, feinter un tir, prendre un flotteur, etc. Et là, du coup, il n'aura pas le choix. Il va être obligé de continuer sur son drive, donc de lâcher le ballon ou de se stopper net, qui est un tir beaucoup plus compliqué à prendre. Hop, en plus, il glisse un petit peu, il est désorienté, il est sur son élan. Porzingis le voit arriver de loin. Il y avait une passe à faire pour Duren. Il ne la fait pas. Et derrière, sur sa mauvaise main, sa main gauche, le tir est bien contesté. C'est très compliqué. Et ça part de quoi ? Ça part d'un mauvais dribble qui lui force à stopper son dribble. Et ici, on est face aux Hawks et on a à nouveau un nouvel exemple d'un Cade qui stoppe son dribble un peu trop tôt. Hop, ici, là, ça y est. Le dribble est stoppé. Pourtant, on voit qu'il n'y a aucune menace. On a un Zachary Zaché qui est encore assez loin derrière lui, qui n'est pas un problème. Un Capella qui s'occupe du rollman. On a Trae Young qui est encore beaucoup trop bas, qui est vraiment pas menaçant pour le ballon. Donc il n'y avait vraiment aucune raison de stopper son dribble. Forcément, derrière la conséquence, on la connaît. Il est obligé d'en faire quelque chose, d'accéder au panier, de lâcher le ballon. Si on voit cet exemple ici, c'est qu'il va décider d'accéder au panier. Mais le problème, c'est qu'on a un Capella qui est juste devant lui et un Rizaché qui est long, qui est grand, qui est agile et qui a la capacité de repasser devant lui pour le freiner. C'est ce qu'il va faire ici. Le tir, il est contesté. Hop, et à nouveau un Cade qui, par son manque d'habilité, d'agilité au dribble, il va créer un mauvais tir. Ici, on est un petit peu face à une situation différente. Cade qui va décider d'attaquer le panier, mais la protection de ballon, elle n'est pas du tout au niveau. Il se fait intercepter et surtout la prise d'appui est beaucoup trop loin du panier. Je ne sais pas du tout ce qu'il allait vouloir faire derrière, il est vraiment trop loin. On l'a vu juste avant, c'est pas une menace de poster, de dunk, etc. Donc derrière, hormis prendre un flotteur assez bien défendu, il n'y avait pas vraiment de solution. Il y a un Duren qui est pas très bien positionné aussi, parce qu'il est entouré par Kobe White et Nikola Vucevic. Donc il se fait intercepter, mais bon, derrière, il n'allait pas forcément pouvoir faire mieux. Ici, hop, nouvel exemple de stunt et d'un dribble un peu défaillant. On le voit ici, il est à peine 50 cm derrière la ligne à 3 points.
et pourtant il a déjà stoppé son dribble. 50 cm à peine, il a de l'espace devant lui certes, mais il n'a pas la capacité d'accélération, de puissance pour aller terminer. En plus en face, il y a Amen Thompson en protecteur de cercle, donc face à un excellent joueur dans le registre. Et la suite, on l'imagine bien, c'est un tir qui est très compliqué, qui est bien contesté. Là, hop, le dribble, il est terminé. Pourtant, on avait même un Van Vliet qui était pas menaçant, qui était encore assez loin. Donc, il avait la possibilité, à la rigueur, de se positionner entre Green, Van Vliet et le ballon pour repartir de l'autre côté, de lâcher la balle, etc. Il a fait le choix d'aller au bout. Et ben, c'était pas le bon choix. Alors, exemple intéressant ici. On est face à un post-up, il va faire le choix d'aller au bout, contrairement à tout à l'heure, il est face à la Melo Ball. Sauf que le défenseur est différent. On a ici Mikal Bridges, donc un défenseur qui est plus long que lui, qui est un petit peu plus grand que lui aussi, je crois. Et ça va se voir, il va se faire contrer. Et pourquoi il va se faire contrer? Il va faire le bon choix, pourtant il va s'enrouler autour de Bridges et créer la distance. Ici, il a un avantage, on le voit, le panier, il est libre d'accès, il s'est enroulé autour de Bridges qui est encore coincé derrière lui. Il va faire le pas, ça y est, il a fait son premier pas et il peut accéder au cercle. Mais le problème, c'est qu'il va faire un deuxième pas, hop, juste ici. Et c'est ce deuxième pas qui va permettre à Mikal Bridges de revenir sur Cade. Et le problème, c'est que le temps, c'était le seul avantage qu'il avait face à Mikal Bridges. Comme il est plus petit et qu'il a des moins longs bras, etc., il fallait qu'il capitalise sur cet avantage de temps. Et voilà, en rajoutant un pas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre à Bridges de rattraper ce retard de temps et derrière de le contrer. Ici, on a un Cade qui voit que le cercle est assez esselé. Il a l'espace de pouvoir y accéder. Il est face à Matas Bouzelis, donc c'est pas le meilleur défenseur en 1 contre 1 de la ligue. Il se dit ok, je vais le travailler, je vais accéder au cercle. Mais là, il y a un mauvais choix. Il y a un mauvais choix, c'est que encore on a un dribble qui n'est pas au niveau. Il n'arrive pas à se créer de l'espace. Il se retrouve ici face à Bouzelis. Ok, il est au niveau des lancers francs. Mais là, hop, il va faire un spin move, mais qu'il condamne un petit peu, parce qu'il est encore beaucoup trop loin du panier. Bouzelis, il peut l'enfoncer, il peut essayer de jouer sur sa puissance, mais là, comme il est beaucoup trop loin, sa puissance ne va pas lui servir à grand chose. Il va devoir prendre un shoot beaucoup trop compliqué, hop, encore assez loin du panier, et qui va être contesté en plus. Et on retrouve Zachary Zaché face à Cade Cunningham. Hop, c'est bien défendu. Là, cette fois-ci, c'est la finition qui lui fait défaut. On a vu qu'il a choisi sa main gauche. Hop, un petit cross, il arrive à l'éliminer. Ok, là, il a le choix, il a l'avantage. Mais derrière, on a une finition, hop, qui est hasardeuse. Il y a Capella qui est là. Donc normalement, il a pas vraiment de bon choix. Il doit provoquer la faute, il doit lâcher la balle pour un Beasley. La passe, elle est un peu compliquée dans le corner. Il y a un Duren, ok. Il va sans doute faire le pire choix en se mettant sur sa main gauche et en facilitant même le travail pour Capella. Et le retour du stunt ici, à nouveau, c'est bien défendu. Hop, Cade qui essaie de se créer l'espace. Le stunt qui lui bouge totalement l'accès au cercle. Bon, après là, le stunt est plutôt vraiment très bien réalisé. C'était très compliqué de garder le dribble. Il y a très peu d'espace. Et c'est pas facilité par aussi la présence de Ron Holland dans le corner, qui n'est pas une menace à 3 points. Donc le défenseur qui peut l'abandonner, qui peut se rapprocher encore plus de Cade sans avoir la menace derrière de se prendre un 3 points de Ron Holland. Et derrière, la protection de Eubanks. On a là, hop, un Cade qui réussit à accélérer avec un Reeves qui n'était pas vraiment concerné par la défense, un semblant de stunt de D'Angelo Russell qui se rend compte qu'il est trop loin, et derrière la Cade, hop, il a un boulevard pour accéder à la raquette. Il y a Anthony Davis, certes, mais il a aussi Duren en soutien. Il y a Hardaway Jr. dans le corner, et le choix qu'il va faire, c'est de prendre un flotteur pas vraiment convaincu, avec une prise d'appui assez bonne, mais voilà, c'est pas vraiment convaincu. Le flotteur il est mauvais, il y avait sans doute mieux à faire.
Et le point suivant, on en a entreaperçu quelques prémices sur les extraits vidéo précédents, c'est le manque de main gauche de Cade Cunningham. Donc Cade Cunningham est droitier, c'est normal évidemment d'avoir des facilités, des difficultés en fonction de ses mains. Tout le monde n'est pas Ryan Cherky. Il va falloir s'habituer sans doute à ce que je place Ryan Cherky à tout bout de champ. C'est une habitude à prendre. Mais là, plus particulièrement pour Cade Cunningham, on a encore beaucoup de progrès à faire sur sa mauvaise main. Hop, et on va le voir ici face aux Warriors. Le dribble end-off avec Jalen Duren pour créer l'espace. Ici, il a un accès au cercle qui est plutôt bien bouché. Mais il va un petit peu s'empaler, se jeter sur Kevon Looney ici. Et on voit que le tir, il n'est pas vraiment maîtrisé sur la main gauche. L'exemple ici, face aux Nets. Hop, le drive main gauche. La finition, elle est pas si mal. Mais c'est surtout sur le drive. On voit ici qu'il a une belle ligne de drive, bien dessinée. Un accès au cercle. Sans aucun défenseur. On a Kylian qui est un peu loin. Coucou Kylian. Et il a plus qu'à driver sur sa main gauche. Et on le voit un peu hésitant. Un dribble qui n'est pas vraiment maîtrisé. Forcément, la prise d'appui derrière, elle est impactée. Et il va prendre ce tir sur une vitesse un petit peu de croisière, j'ai envie de dire, où il va pas forcément réaccélérer, il va pas forcément freiner. Et voilà, on lui demande pas de devenir Luka Doncic ou Shai Gilgeous-Alexander, d'avoir la capacité d'accélérer, de remettre une couche, que ce soit de vitesse, de puissance, d'impact ou de ralentir, comme le fait Luka à merveille, mais simplement d'ajouter un peu ça à son bac dans ces cas. Dans ces cas-là sur des drives, parce que ça pourrait être vraiment utile. Ici on voit que le défenseur il n'est pas vraiment surpris d'avoir un Cade qui arrive à ce moment-là, à cet endroit-là, sur cette main-là. C'est un petit peu presque ce qu'il voulait, ce qu'il attendait, et c'est simple après derrière pour le défenseur de contester. Ici on se retrouve face aux Wizards d'Alex Sarr. Alex Sarr grand, long, assez agile, une vraie menace pour la protection au cercle. Et le problème c'est que Cade, il va se tromper de main tout simplement dans son tir après son drive. Ce qui va permettre à Alex Sarr de le contrer plus facilement. Je remets l'extrait juste ici. On a un Cade Cunningham qui va utiliser sa main gauche pour finir sur le côté droit du panier. Alors ça peut être une solution, c'est pas le problème. C'est que dans ce cas-là, tout ce que ça permet, c'est que ça permet à Alex Sarr d'avoir beaucoup moins de distance entre lui et le ballon pour le contrer. Surtout que voilà, c'est lié aussi à un manque de handle. Il n'a pas pu s'approcher comme il le voulait du panier. Et derrière, ça permet surtout à Alex Sarr de cueillir le ballon. Il n'a plus qu'à le contrer, puisque le temps et la distance ont été facilités par le choix de Cade de terminer sur sa main gauche. On a le même exemple ici face aux Nuggets. Il va à nouveau terminer sur sa main gauche. Alors encore une fois, c'est pas forcément un mauvais choix. Il faut avoir la longueur. Quand on a les bras par exemple d'un Giannis, une fois qu'on a pris position sur le défenseur, on a les bras plus longs que le défenseur, qu'on utilise la main droite ou la main gauche, le choix il est bon. L'aspect il est créé sur des scoop shots comme ça. Là voilà, pour Cade c'est plus compliqué. En plus on le voit, l'impact il n'est pas posé sur le défenseur, il n'a pas pris la position. Donc si ça se joue à une question de longueur et d'explosivité, Cade a pas mal de chances de perdre en NBA. Et en plus quand on voit quelques difficultés pour terminer sur sa main gauche, hop, ici il est plutôt bien défendu. Mais on le voit là qu'il pouvait prendre tout le temps qu'il voulait, de se mettre sur sa main droite, sur sa main gauche. Il a choisi la main gauche. La finition elle est pas bonne, le tir il est encore un petit peu hésitant. On se retrouve ici face aux Hawks, ça faisait un petit moment. Un Gortat screen d'Isaiah Stewart, donc c'est-à-dire un écran hop, sur le protecteur de cercle, ce qui permet à Cade d'avoir un accès au drive. Ici sur sa main gauche. Et bah non, parce que du coup il va choisir la main droite. Et le contre, encore une fois, il est facilité. Alors c'est sûr que s'il avait choisi la main gauche, il n'allait pas pouvoir utiliser le plexi pour finir. Mais en tout cas de la main droite, il n'avait pas du tout l'espace nécessaire pour le faire. Et le tir il est contré. Ici un nouvel exemple de sa mauvaise qualité de finition main gauche où il a aucun adversaire. Il a un Tyus Jones mais qui est tout petit. Il me rend 20 cm mais on va taire l'information. Il va passer à côté, hop.
Et là, normalement, il a tout l'espace pour terminer. Il est tranquille. Mais la finition, elle laisse vraiment à désirer. Hop, on se la remet. La finition, elle va vraiment laisser à désirer ou elle va à peine rebondir sur l'arceau. Alors, évidemment, ça arrive même aux meilleurs joueurs de louper des lay-ups, de louper des dunks, etc. Mais ici, ça peut être symptomatique d'un manque de qualité sur sa main gauche. Et voilà, parce que c'est pas la première fois qu'il réalise ce genre d'erreur. Ici, face à Boston, un nouvel exemple de ce que je disais juste avant, c'est le fait qu'il est un peu toujours sur une seule vitesse, et là ça va être criant sur le moment où il va décoller du sol. On a Luke Kornet, on a Derrick White qui sont prêts. Ils sont prêts à sauter, ils sont en place, et ils vont sauter exactement en même temps que lui. Regardez quand je vais mettre sur avancer, ils vont décoller en même temps que lui. Ce qui est problématique, comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où ici Luke Kornet est plus grand, a des plus grands bras que lui, est plutôt bien placé. De même que Derrick White, qui est un excellent contreur pour le poste de guard. Et donc derrière, Cade qui se fait contrer. Donc voici, attention, les 3 joueurs décollent en même temps. Il n'y a aucune surprise, aucun avantage qui est créé. Il n'a pas voulu aller chercher le contact pour chercher la faute ou pour aller créer un quelconque avantage, se rapprocher du panier. Non, il a voulu rester dans son rythme, essayer de profiter d'un semblant d'espace qu'il avait. Malheureusement, il ne l'avait pas. Et derrière, aucune surprise pour la défense qui n'a plus qu'à le cueillir. De retour face aux Hornets, on a un duo défensif, LaMelo Ball, Taj Gibson. Donc ça reste encore une fois à la portée d'un Cade Cunningham. On le voit ici, LaMelo Ball qui ne peut pas résister à la puissance de Cade. Donc petit SO à la situation de tout à l'heure où Cade n'en avait pas profité. Et là il va chercher l'espace. Ok, Taj Gibson est prêt. Il a éliminé LaMelo Ball. Très bien. Derrière, on sent que le tir va être compliqué. Alors les passes, on peut les imaginer. Ça risque beaucoup plus compliqué à faire qu'à voir ici tranquillement assis dans notre appartement. Mais là le contexte, le changement de main en l'air, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. À partir du moment où il a décidé qu'il allait tirer, le choix était mauvais et la finition en plus elle est loupée. On termine ici avec un petit peu la quintessence de tout ce que je viens de dire. De retour face aux Hawks, décidément il n'y a pas Zachary Rizaché pour une fois. Il va créer un petit décalage ici sur son défenseur, sur Vite Krejci. Voilà le défenseur des Hawks. Et ici là on se dit, il a l'espace, il n'y a pas de protecteur de surf qui semble vraiment concerné. On a un Isaiah Stewart qui est en position pour faire des Gortat screen, pour gêner un petit peu. Et là on se dit, il a l'avantage de distance. Il s'est mis entre le panier et le défenseur. Il peut passer l'épaule, tendre le bras, etc. Ça y est, il a pris la position. Mais non, il va totalement éviter le contact. Alors qu'il avait le choix. Ici encore, bon là il a arrêté son dribble. Mais il aurait pu poser un nouveau dribble, et aller chercher le contact, prendre l'avantage, etc. Il ne le fait pas. Et encore une fois, il est plus petit. Il n'a pas la puissance pour décoller, la détente verticale. Et en plus de ça, il va utiliser sa main gauche. Alors il y a tout le florilège qui va permettre à la défense de le contrer. Et c'est ce qui va se passer. Alors je ne sais même pas lequel des deux joueurs le contre, puisque les deux étaient en position pour le faire. Et encore une fois, un tir qui va être manqué par Cade Cunningham. Le rebond va être pour les Pistons. Heureusement pour lui. Quoique. On va le revoir ici. Le dribble, il a la vitesse pourtant, etc. Mais là, il va rien en faire. Il évite le contact. Et voilà. Et derrière, le tir qui est manqué. Cependant, malgré toutes les lacunes que j'ai évoquées juste avant dans les extraits précédents, tout n'est pas à mettre sur les seules épaules de Cade. Il y a aussi le contexte de Détroit qui n'est pas celui qui favorise le plus les meilleures lignes de drive pour son franchise player dans la ligue. Il y a le contexte, les joueurs qu'on met sur le parquet, la géométrie du terrain, etc. Et c'est ce qu'on va voir maintenant en commençant face aux Cavs. Ici donc il est face à Max Strus. Cade arrive à se créer un tir avec difficulté. Et on a Osar Thompson qui est situé dans le corner juste devant lui.
et qui n'est absolument pas une menace de shoot. Osar Thompson est un non-shooter total, un joueur qui est très mauvais sur le shoot extérieur, et donc le défenseur peut s'éloigner de lui, peut se rapprocher du panier pour lui bloquer l'accès au cercle, de Cade Cunningham dans ce cas-ci. Et forcément, ça rend la tâche du driver beaucoup plus difficile. Et en plus de ça, on peut voir ici que non seulement Cade est entouré de 2 défenseurs, dont celui d'Osar Thompson, mais on a aussi les 5 joueurs de Détroit, donc les 4 si on ne compte pas Cade, qui sont sur la même ligne. Et forcément, ça facilite pas la tâche de Cunningham. Hop, qui est obligé de prendre un tir très compliqué. On le voit ici. Osar ici qui peut avoir une ligne de cut, mais ça reste assez compliqué, surtout dans le contexte où on a les 5 joueurs sur la même ligne. La défense, elle a juste à se mettre à plat et à protéger le cercle. Hop, le tir est très compliqué. Nouvel exemple ici, hop, avec une pistol action. Pistol action, c'est un jeu à 2 entre les attaquants, entre les arrières. Hop, on le voit ici, Cade qui arrive lancé après un pass EVA avec Ron Holland. Et là, cette fois-ci, sur le terrain, on a à la fois, on a Ron Holland, Osar Thompson et Paul Reed. Donc on a 3 joueurs qui ne sont absolument pas des menaces longue distance, ce qui a pour conséquence d'avoir 3 joueurs qui sont complètement sur Cade Cunningham au moment de prendre le tir. Alors forcément, le tir est très compliqué à prendre, très bien défendu. On a Ron Holland qui a une passe ici en tête de raquette. On a Paul Reed qui est sous le panier dans le dunker spot. Et on a Osar Thompson dans le slot à 45. Et donc tout le monde va gentiment se concentrer sur Cade Cunningham qui se retrouve avec un tir très compliqué. Alors oui, le choix de prendre un tir dans ce cas-là, c'est pas forcément le mieux. Mais bon, à partir du moment où il l'a fait, on peut aussi observer ce qu'il y a autour et voir que le contexte de Détroit n'était pas au mieux. Ici, il va se retrouver en 1 contre 1 face à Walker Kessler. Formidable protecteur de cercle, mais forcément, vu sa taille, vu son gabarit, il doit pouvoir le bouger, il doit pouvoir créer l'espace en l'emmenant en large, etc. Et c'est ce qu'il va vouloir faire, ce qui est plutôt une bonne idée. Donc hop, il le travaille, les petits dribbles, le cross, etc. pour prendre l'avantage. Oui, mais le problème, encore une fois, c'est qu'on a Osar Thompson qui est placé dans le dunker spot. Ok, ça peut être sympa, ça peut créer des décalages. Mais ici c'est pas le cas, parce qu'on a encore une fois derrière, je crois que c'est... Je vois pas sa tête, mais ça doit être Malik Beasley qui doit être dans le corner. Hop, la passe, elle est faisable, mais elle est compliquée une fois qu'il a entamé son processus de drive. Et on a John Collins qui est donc, lui, s'occupe d'Osar Thompson qui peut totalement protéger le cercle. Ils se mettent à 2 sur lui, et les 2 sont plus grands, les 2 sont dissuasifs, et le tir est contré. Hop, on le voit ici avec Osar Thompson qui est beaucoup trop proche du panier. Hop, le choix de Cade n'était pas forcément le mieux. Ici à nouveau, bon là c'est une boucherie. On a Jarrett Allen et Evan Mobley dans la raquette. Hop, Cade qui va vouloir provoquer. Alors contrairement aux extraits qu'on a vus précédemment, là le processus de drive il va être bon. Il va vouloir prendre le contact. Ensuite, là, il a pris le contact, utilisé sa main opposée. Le problème, c'est qu'on a un Evan Mobley qui vient en aide. Et vu sa taille, vu son timing de contre, vu ses capacités défensives, éviter le contre aurait été très compliqué. Et c'est facilité aussi par le fait qu'on a un Osar Thompson qui est dans le corner et que Mobley peut totalement s'en désintéresser. Parce que c'est pas grave. Si on le laisse et que Cade fait la passe, la probabilité qu'il rentre le 3 points est très très basse. La vidéo touche maintenant à sa fin. On a passé en revue un paquet d'extraits, d'images de match afin d'analyser dans tous les sens les défauts sur le drive de Cade Cunningham. On a vu que c'était un joueur imparfait qui pêche encore sur des choses assez simples. Le travail sur sa main gauche, la prise d'appui, la prise de contact, vouloir aller chercher plus de fautes, etc. etc. C'est pourquoi je pense qu'il a des limites beaucoup trop importantes pour devenir à l'avenir un des meilleurs drivers de la ligue. Il ne sera jamais au niveau d'un Brunson, d'un Ali, d'un Shai, ou même d'un Luka Doncic. Mais après, ça passait. On ne lui demandait pas non plus d'atteindre
d'atteindre des niveaux élites comme ces mecs-là. Mais il en a besoin en tout cas de progresser pour pouvoir devenir un scoreur plus complet qu'il ne l'est actuellement. Et Détroit en a besoin aussi, parce que si Détroit veut passer un cap, veut franchir un palier, gagner une série de playoffs par exemple, ça passera forcément par un Cade beaucoup plus efficace qu'il ne l'est actuellement. Et puis le contexte de Détroit ne va pas forcément s'améliorer dès la saison prochaine. En tout cas pour ce qui est du spacing, de la géométrie du terrain, etc. Il y aura forcément toujours un Jalen Duren, un Oscar Thompson qui seront sur le terrain vu l'importance qu'ils ont défensivement comme offensivement. Donc on va suivre ça de près pour Cade. Mais voilà, il y a des axes de progression et on espère que pour la saison prochaine, il aura déjà réglé quelques-uns. En tout cas, voilà, on va se retrouver vite sur la chaîne de la relève. Le rythme va augmenter au fur et à mesure. Et voilà, vous allez découvrir que je ne suis pas tout seul. Il y a un Oscar caché qui va débarquer très très vite pour nous parler des Clippers. Les Clippers ont été très très actifs sur le marché des agents libres. Et on va voir ça. Et de mon côté, on devra se retrouver aussi courant semaine prochaine normalement pour parler des Gordemines. Donc très très hâte de parler de tout ça. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à montrer de la force, à liker, à partager sur les réseaux, à mettre un commentaire, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. C'est le début de quelque chose, on espère, avec Oscar. Donc voilà, montrez-nous que vous avez kiffé si c'est le cas. Et puis on va se retrouver très très vite pour parler des Clippers, des Gordemines. Et voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Et puis longue vie à la balle orange.